Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, 1er novembre, la communauté chrétienne célèbre la Toussaint, un moment de recueillement et d'adresse en l'honneur de la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et illuminés témoins du Christ et se poursuit demain par la célébration de la fête des défunts. À cette occasion, TVC Bénin est allé faire le constat des préparatifs, le reportage à suivre dans ce 13h. Rénovation du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les travaux démarrent dans quelques mois. Précisément en 2019, le gouvernement a fait l'option du partenariat public-privé pour financer la construction et l'exploitation d'un complexe mall-galerie commercial piscine. Au Soudan du Sud, le chef de l'opposition rebelle Riek Machar est retourné à la capitale. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, ce retour fait suite à un accord conclu en septembre visant à mettre fin à une guerre civile qui a éclaté dans le pays en décembre 2013 et qui a déraciné environ 4 millions de personnes. Bonjour à tous à nouveau et bienvenue. Chaque 1er novembre, l'Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et illuminés témoins du Christ. La Toussaint est une fête catholique qui célèbre l'ensemble des saints et des saintes. Des messes ont été dites sur toutes les paroisses pour rendre grâce à Dieu et invoquer la protection divine. Et demain, en souvenir de leur mort, les chrétiens vont allumer de sièges sur les tombes à la maison et dans les cimetières. Certains se sont déjà mis à la tâche. Le 2 novembre prochain, la communauté chrétienne va célébrer la commémoration des morts et des martyrs qui sont oubliés dans le processus de canonisation des saints. Il est important de clarifier la nuance entre la fête de Toussaint et la commémoration des morts. Nous savons que l'Église canonise officiellement des saints et des saintes, mais il y a beaucoup de saints qui sont dans l'anonymat public. Alors, la fête de tous les saints ou la solennité de tous les saints, c'est vraiment une jubilation commune, collective, familiale, ecclésiale, pour chanter et rendre grâce au Seigneur. Il faut souligner que la commémoration de cette fête serait l'apanage des catholiques. Elle consiste à pérenniser le bon comportement que le disparu a laissé comme héritage. La Toussaint a été instituée pour 4 objets. En premier lieu, pour commémorer la consécration d'une chapelle. En second lieu, pour supplier à des omissions. En troisième lieu, pour expier aux négligences des fidèles catholiques. En quatrième lieu, pour faciliter l'accomplissement des vœux. À quelques heures de cette fête, les cimetières présentent un panorama plutôt satisfaisant. Je suis venu tout juste pour nettoyer les carreaux et faire la prière pour les âmes. Doivent trouver la paix là-bas, au nom de Dieu Tout-Puissant. La plupart des tombes sont nettoyées et badigeonnées, d'aucuns se recueillent, d'autres font un tour pour s'assurer de l'état des tombeaux. Une bonne nouvelle pour le Bénin, la fondation Mo Ibrahim a rendu public hier lundi le rapport du classement 2018 des pays africains en matière de gouvernance. Alors que l'île Maurice forme le trio du top 3, on retrouve le Bénin à la 13e place sur 54 pays. Par ce classement, la fondation Mo Ibrahim reconnaît les mérites du Bénin en termes de bonne gouvernance. Notre pays a réalisé ses plus belles performances dans la catégorie participation et droits humains et dans la catégorie sécurité nationale. Pour rappel, l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique permet de mesurer et d'évaluer annuellement la qualité de la gouvernance pour chaque pays africain. Cette évaluation prend en compte 4 composantes, à savoir sécurité et état de droit, participation et droits humains, développement économique durable et développement humain. Tendons-nous vers un dénouement total de la crise au sein des coopérations d'aménagement rural car depuis 2004, les tensions au sein de ces coopératives n'ont cessé de porter préjudice à bon nombre de Béninois. Eh bien, le gouvernement a décidé hier en Conseil des ministres de procéder à une proposition de plan de sortie de crise en recentrant le quart dans son objectif de départ, celui de permettre aux Béninois qui exercent dans ce domaine de travailler ensemble et de bénéficier des fruits de leurs efforts. À ce propos, écoutons le ministre du Tourisme, Oswald Omeki. Depuis 2004, une crise institutionnelle s'est installée au sein des coopératives d'aménagement rural
empêchant le renouvellement des instances dirigeantes. Elles ont été transformées en foyers de tension, entraînant des violences, lesquelles ont occasionné la mort de plusieurs coopérateurs. Le manque de transparence dans la gestion en est la principale cause. Celle-ci a compromis l'atteinte des objectifs de ces coopératives, censées être des véritables unités de production agricole et industrielle. En vue de mettre fin à cette longue crise et de relancer les activités des 36 coopératives, le gouvernement a mis en place une commission interministérielle d'appui au processus de reprise de leurs activités. Ainsi, des échanges ont eu lieu avec les coopérateurs et ont permis d'aboutir à un plan de sortie de crise. Il s'agit notamment de constituer des comités paritaires chargés de conduire le processus d'actualisation des registres des coopérateurs et d'encadrement de gestion courante dans les CAR en tenant compte des antagonismes en présence. Les ministres ont été instruits par M. le Président de la République et l'ensemble du Conseil des ministres de veiller à la mise en œuvre efficiente et efficace de toutes les mesures qui ont été retenues dans ce plan de sortie de crise. C'est un plan de sortie de crise qui intègre un certain nombre de compensations à apporter aux victimes des différentes échauffourées et qui intègre également un retour au respect des tests et qui aboutira à très court terme à la tenue des assemblées générales électives pour ce que nous pouvons appeler nouveau départ dans les CAR dans l'intérêt de nos concitoyens. Et quelques jours après la descente du chef de l'État Patrice Talon au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, dans le cadre de la finalisation du projet de Mol et de la galerie commerciale, les choses sont allées très vite. Les travaux démarreront bientôt. Pour ce faire, le gouvernement a eu recours au partenariat public et privé pour le financement, la construction et l'exploitation des complexes. L'idée est de permettre au Bénin de disposer des cadres adéquats pour accueillir des compétitions internationales, mais également d'offrir un espace de choix aux commerçants et commerçantes pour exercer en toute quiétude leur activité. Écoutons à nouveau le ministre du Tourisme, Oswald Omeki. La rénovation du stade général Mathieu Kérékou, notamment l'espace olympique et le palais des sports, est devenue une nécessité. Le gouvernement en a pris la mesure et prévoit de faire démarrer les travaux à la fin du premier trimestre de l'année 2019. Pour renforcer la disponibilité de notre pays à accueillir sur des infrastructures aux normes requises des compétitions internationales, la piscine olympique sera également reconstruite. En plus de la réhabilitation et de la construction de ces infrastructures sportives, un complexe mall-galerie commerciale sera implanté dans l'emprise du stade. Ce complexe à but lucratif est destiné à recevoir le commerce noble de textiles, bijoux, cosmétiques et accessoires actuellement exercés au marché d'Antokwa. L'objectif visé est de promouvoir ces activités haut de gamme en offrant aux commerçantes et commerçants qui s'y adonnent et à leur clientèle un meilleur cadre pour leurs transactions. Pour la mise en œuvre de ces deux projets, le Conseil des ministres a autorisé le recours au partenariat public-privé et instruit les ministres concernés de procéder à la sélection des partenaires privés intéressés. Les sinistrés de l'incendie d'octobre 2015 du marché d'Antokwa ont organisé hier matin un sit-in au sein de leur ministère de tutelle, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, et réclament le versement de l'argent promis par l'État en guise de dédommagement et qui, depuis déjà 3 ans, tarde à venir. 3 ans après le drame de Dantokwa qui n'a laissé que tristesse et désolation sur son passage, les sinistrés tardent à entrer en possession des dons et frais de dédommagement promis par le chef de l'État. En effet, ils déplorent le long silence des autorités alors qu'ils croulent sous le poids des dettes et de la souffrance. À travers ce mouvement de protestation, ils réclament l'accélération du processus afin de pouvoir relancer leurs activités. Son Excellence Guillaume Athanas Patrice Talon ordonnait à son ministre des Finances le déblocage de 500 millions de francs CFA promis par l'ancien régime en ajoutant en ces termes, je cite, « Quand je dis, je le fais ». Le président de la République n'a qu'une parole et nous n'en doutons point. Mais nous, sinistrés de ce drame, avons à cœur de savoir
quand cette somme sera mise à notre disposition. Et nous espérons vivement que par notre cri de détresse, nous aurons satisfaction. Ce sit-in qui a eu lieu devant les locaux du ministère de la décentralisation a rencontré l'oreille attentive de Barnabé Dassigli. Ce dernier, tout en déplorant la méthode utilisée par les manifestants pour se faire entendre, a néanmoins rassuré. Le ministre a apporté quelques clarifications sur la question et a invité les sinistrés à la patience. Il y a 3 semaines, le ministre des Affaires sociales a posé le problème en Conseil des ministres. Le chef de l'État a dit de faire le point avec le président de Comores pour que les 500 millions soient dégagés pour permettre chacun d'avoir au moins 1 million. Ils ont dit qu'il faut partager maintenant à part égale. Bon, maintenant, mais vous n'avez pas attendu tout ça là. Et vous êtes venus en groupe pour de dégager 2 personnes seulement pour dire comment ça marche et on va faire le point. D'après le ministre, la question sera portée en Conseil de ministres. Les manifestants sont donc appelés à rester à l'écoute pour la suite à donner à ce dossier. Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération était en face des hommes des médias. Dans l'après-midi de ce mercredi, il a été question pour le patron de la diplomatie béninoise de faire le point du dernier voyage du chef de l'État au sommet G20 en Afrique en allemand. Il ressort de son intervention que le Bénin est sur la bonne voie pour ce qui est des réformes engagées par le président Patrice Talon. À l'occasion, la performance économique du Bénin, qui fait partie des 11 pays africains sélectionnés pour participer à cette rencontre internationale de haut niveau, a été reconnue et saluée. Les 2 temps forts donc, de ce sommet ont été donc, le forum et le sommet. La journée a donc commencé par le forum. C'est une rencontre économique qui est organisée par l'association qu'on appelle Africa Verein. C'est une association allemande pour l'économie. Et une autre institution qu'on appelle l'Initiative allemande pour l'Afrique subsaharienne, SAFRI, sur l'investissement en Afrique. Le président Patrice Talon a axé son discours, qui a été fort applaudi, sur les efforts du gouvernement, sur les actions de réforme que nous menons pour créer dans ce pays un environnement favorable aux investissements et pour accroître l'attrait des investisseurs au Bénin. Notre pays a commencé par enregistrer des performances économiques et des améliorations en matière de gouvernance sont reconnues et saluées par les institutions internationales, notamment le Fonds monétaire, ce qui est la preuve du sérieux et du réalisme du programme d'action de notre gouvernement. Le deuxième temps de la réunion de l'après-midi a été la réunion du Compact lui-même, le sommet des chefs d'État, sous la présidence de la chancelière Angela Merkel. Les pays, les chefs d'État se sont réunis et ont échangé très fortement sur les progrès qui sont en cours dans chacun de leurs pays. Le rideau est tombé sur le mois national de l'habitat au Bénin, initié par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable dans le cadre de la 33e journée mondiale de l'habitat. En effet, depuis le 1er octobre 2018 dernier, journée mondiale de l'habitat, il a été lancé une série d'activités sur l'ensemble du territoire national, dont notamment des tournées de sensibilisation sur la loi portant régime juridique à usage d'habitation. Après un mois d'activité, la directrice de cabinet du ministère du Cadre de vie et du Développement fait le point. Les objectifs définis pour cette édition consistaient à faire connaître aux populations les dispositions de la loi 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin et à sensibiliser les responsables communaux sur la gestion municipale des déchets solides. Nous pouvons dire que globalement, plus de 2000 personnes ont assisté directement aux séances de sensibilisation qui ont permis de mieux connaître cette loi dans ses points relatifs au domaine d'application de la loi, aux obligations des parties et au coût des loyers,
à la profession d'agent immobilier et à la résiliation du bail. Mesdames et messieurs, honorables invités, messieurs les maires, je ne saurais terminer mes propos sans revenir sur le programme d'action du gouvernement dont certains projets ont été lancés durant ce mois de l'habitat. Je voudrais vous exhorter à ne ménager aucun effort pour la réussite de ce programme. Quelle que soit la discipline ou le niveau considéré, les établissements proposent des manuels où tout est mis en œuvre pour intéresser et retenir les élèves. C'est ainsi qu'on a certains manuels dont l'offre est inégale malgré les recommandations du ministère de l'enseignement secondaire. Chaque professeur oriente ses apprenants vers les manuels dont ils bénéficient un intérêt particulier. Suivez ici le reportage de Hugues Etozogo et Sylvain Aïdoto. Le discours sur les manuels scolaires est un discours critique. Encore faut-il faire la part dans ces critiques de celles qui portent sur le principe du manuel ou sur ses contenus ou encore sur les programmes dont il est l'expression la plus exposée. Ange, Vianney et Bérénice sont en première D mais fréquentent différents établissements au Bénin. Ils n'utilisent pas le même manuel d'accompagnement en sciences de la vie et de la terre sur recommandation de leurs professeurs. Chez nous ici au CEDRETA, au niveau des élèves de la première D, nous exploitons les manuels de la collection référence et de la collection étoile. En classe de la première D, on utilise la collection la référence. Le système de l'autorisation préalable, en vigueur pour les manuels éducatifs, se heurte à des obstacles pratiques. Il gêne la liberté de commerce de certains professeurs, ce qui fait que la notion de manuel scolaire, loin d'être univoque, ne recouvre pas dans tous les établissements béninois des réalités semblables. En classe de première D, le ministère a recommandé 2 annales confectionnées par des collègues. L'annale étoile par le collègue CP Jean-Bamik Boutier. Puis il y a également Prépa Bac, écrit par le collègue Thierry Dovonou. Si le manuel scolaire est l'expression des programmes officiels, son utilisation est de moins en moins réglementée. Quand nous venons au cours et que nous n'avons pas le document d'accompagnement, certains professeurs nous renvoient. Il y a certains établissements, ils choisissent un certain nombre de cahiers d'activités à utiliser au cours de l'année. D'accord. Il y en a d'autres, par exemple, qui essaient de respecter un peu les documents officiels que l'État, le ministère donc, a recommandé pour cela. Des fois, donc, ça varie en fonction de l'établissement ou en fonction de l'enseignant. Pour que le manuel scolaire reste un outil de référence, il faut que le ministère de l'enseignement secondaire change de stratégie. Chaque professeur vient imposer des documents pour dire voilà les manuels que vous allez utiliser. Et bizarrement, les manuels ne sont pas identiques. Donc, si vous avez 3 enfants dans la même classe, en classe première, 4, 5, 10, vous êtes tenu d'acheter des manuels à chaque enfant. Lorsque vous donnez des instructions, vous donnez des ordres et vous ne suivez pas, il n'y a pas de suivi pour voir si les ordres sont respectés. Chacun fera ce qu'il veut. Outil pédagogique, le manuel scolaire est-il aussi un produit commun? La journée africaine de la jeunesse se célèbre chaque année en Afrique. Pour le compte de l'année 2018, le thème autour duquel vont se tenir les débats s'intitule « Faire entendre la voix des jeunes dans la lutte contre la corruption en Afrique ». Cette édition qui se tient à l'Infosec de Cotonou du 31 octobre au 3 novembre prochain se veut être le moment pour les jeunes de réfléchir pour trouver les voies et moyens pour amoindrir la corruption sur le continent africain. Le reportage est signé Louis Cresvivran, Ottaviano Aïdino. Ils sont arrivés en nombre, ces jeunes, à l'Infosec pour prendre une part active aux réflexions sur la corruption, un fléau qui hypothèque lourdement le devenir du pays. Constituant le fer de lance, la question est pour eux préoccupante car elle constitue un obstacle majeur au développement et au recul de la pauvreté et mérite par conséquent une attention particulière. Hommes et femmes se sont montrés inquiets sur la gravité du phénomène et le handicap qu'il représente pour l'évolution de la couche juvénile. Je crois que nous jeunes, nous voyons dans la corruption l'anéantissement de nos efforts pour émerger et exceller, l'ambiguïté de notre rapport au bien
et la banalisation du respect du bien commun. De cet atelier que nous souhaitons fructueux et riche, nous attendons que la parole nous soit donnée pour que nous disions sincèrement ce que nous pensons de ce mal qu'est la corruption et qui est plus destructeur que le cancer. Mieux, que nous proposons des solutions innovantes afin de l'éradiquer. Les dirigeants actuels doivent lutter dès maintenant contre le fléau pour offrir un meilleur avenir à la jeunesse. L'administration étant une continuité, la jeunesse doit avoir son mot à dire dans la gestion des affaires et éviter à tout prix la corruption. Toutes les consciences sont donc interpellées. La lutte contre la corruption est une responsabilité conjointe dans laquelle doivent se conjuguer les efforts de l'État, de ses appareils administratifs, judiciaires et sécuritaires, de la société civile et surtout des organisations de jeunes et de jeunesse. Et le rôle des jeunes dans la réflexion est primordial. Les jeunes constituent le pilier du présent et l'espoir de demain. Maintenant, le plus important pour nous, c'est de réfléchir sur les moyens, les voies qu'il faut utiliser pour atteindre pas la corruption au taux zéro, mais diminuer sensiblement cette pratique. Cela interpelle la conscience de nous tous. 4 jours durant, ils doivent travailler en synergie afin de trouver des solutions adéquates pour réduire le phénomène de la corruption dans les pays africains et particulièrement au Bénin. Et dans l'actualité africaine, une journée a été organisée à Djouba après plus de 2 ans d'absence de Riek Machar, chef rebelle sud-soudanais. Cette journée a été à la faveur de la signature d'un accord de paix. Malgré les efforts des autorités, des obstacles restent à surmonter sur le chemin de la réconciliation. Lors d'une cérémonie à Djouba, célébrant la signature en septembre d'un nouvel accord de paix, Riek Machar œuvre pour la paix, au thème duquel il doit retrouver son ancien poste de vice-président. Riek Machar n'était plus revenu à Djouba depuis sa fuite précipitée de la capitale en juillet 2016, après des combats meurtriers entre ses hommes et les forces gouvernementales. Le président Salva Kiir, reprenant lui aussi des promesses maintes fois tenues, mais jamais suivies d'effet, a également fait l'éloge de la paix. You have endured immense suffering. Vous avez enduré d'immenses souffrances et le poids de la responsabilité pèse lourdement sur mes épaules. Et en tant que votre président, je regrette profondément les blessures physiques, psychologiques et émotionnelles que vous avez subies sans raison. En tant que votre président, je tiens à m'excuser au nom de toutes les parties au conflit. Un gage de bonne volonté, il a annoncé la libération dès mercredi de l'ancien porte-parole de la rébellion, James Gadde Dak, et jeudi de William John Handley, un ancien colonel sud-africain à la retraite et ex-conseiller de Riek Machar. Les 2 hommes avaient été condamnés à mort en février par un tribunal de Djouba. Salva Kiir et Riek Machar ont signé sous pression internationale un accord de paix le 12 septembre à Addis Abeba, censé mettre fin à presque 5 années d'une guerre civile dévastatrice pour le plus jeune pays du monde. 2 ans et demi à peine après son indépendance, le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013 à Djouba, lorsque Salva Kiir, un Dinka, a accusé Riek Machar, son ancien vice-président de l'ethnie Mnuye, de formater un coup d'État. Le conflit a été marqué par des atrocités à caractère ethnique et fait plus de 380 000 morts selon une étude récente et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à s'enfuir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre fidélité. Portez-vous bien et excellente journée.